je vais me placer dans les chemins qui ont été brillamment suivis par mes prédécesseurs, mais je vais quand même essayer de vous surprendre en attaquant la question de la relation entre l'État et les entreprises à travers un sujet d'actualité qui est la dette publique. Pourquoi se soucie-t-on de la dette publique? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la dette de la France? Ça n'a aucune importance, la dette de la France. La dette de la France, c'est la créance des Français. Pas tous. Pas tous. La moitié. Faisons comme si on était japonais, un instant. Pourquoi nous casse-t-on les pieds avec la dette de la France? C'est une créance que détiennent les Français et qu'ils passeront à leurs enfants. Donc, ceux qui disent « mais ne faisons pas s'accumuler la dette pour la passer à nos enfants », etc. Histoire de bons sentiments absurdes, puisque c'est une créance que nous passerons à nos enfants. J'espère que je me rends antipathique en disant ça, j'espère. Relativement, oui. C'est mon rôle, c'est mon rôle au long ça. Mais non, c'est pas après moi le déluge, c'est après moi les créances que je passerai à mes enfants. Je vous répète, soyons japonais, la dette du Japon, c'est 200% du PIB, elle est détenue à 95% par les Japonais qui ont confiance en leur État, et donc tout va bien. D'ailleurs, la preuve que tout va bien, c'est que notre dette, quand nous faisons créance aux entreprises, on s'en réjouit. On veut que l'épargne, c'est le problème de tous les gouvernements et du gouvernement actuel, que l'épargne aille aux entreprises. Et personne ne s'inquiète que la dette que nous faisons, que les entreprises font, augmente. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là, je serai dans les clous. Voilà encore une histoire qu'on vous raconte et on vous embobine. Alors c'est pas tout à fait vrai quand même. C'est pas tout à fait vrai. Ouf. D'abord, vous qui avez fait crédit à l'État, vous qui avez un livret A, vous, etc., etc., vous avez la peur de tout créancier. Vous avez peur que l'État fasse faillite, comme on dit, avec les assignats, avec les emprunts russes, on sait qu'un État peut faire faillite et que vous prêtez, donc c'est vous qui risquez. Cela dit, c'est pas bon. Ça. Mais si vous avez prêté à des entreprises, vous savez aussi que très souvent, vos actions, elles s'évanouissent. Même les actions, c'est pas une créance, mais enfin, ça s'en rapproche. Hein. Bon. Et les obligations, ça peut également vous jouer des tours. Mais on considère que vous avez été un spéculateur et donc c'est moins grave. Mais au fond, c'est quand même un peu la même chose. Deuxième chose, je vais très vite pour essayer d'aller à l'essentiel, parce que ça, c'est pas l'essentiel. C'est ennuyeux, mais c'est pas l'essentiel. Si l'État est raisonnable, pendant les 30 glorieuses, 3-5% de croissance par an, les entreprises, vous payez des dividendes, vos obligations vous rapportez, et vos emprunts d'État, Pinet par exemple, vous rapportez vos 5%. Tout allait bien, l'État vous remboursait comme les entreprises. Bon. Qu'est-ce qui pose problème au jour d'aujourd'hui? C'est que l'on craint, en effet, parce qu'il n'y a pas autorégulation, je vais y venir dans un instant, on craint que l'État ne vous rembourse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne vous rembourse pas? Ça ne veut pas dire formellement qu'il ne va pas vous rembourser. Alors, c'est soit l'inflation, soit une autre façon qui est d'augmenter le taux d'impôt. Parce que quand il y a croissance, l'État, effectivement, va profiter de la croissance et donc a le moyen de vous payer vos intérêts. Mais quand la croissance est trop faible, l'État ne peut vous payer que 1%. S'il n'y a pas de croissance, il ne peut rien vous payer. Je vais très vite, hein, je sais qu'il faudra regarder ça de plus près. Donc, qu'est-ce que va faire l'État? Il va sans doute augmenter les taux d'impôt. Et c'est là où, effectivement, nos héritiers sont dans une situation un peu particulière. Ils ont hérité de leurs parents, alors ce n'est pas forcément les mêmes, mais là aussi, hein, je vais à l'essentiel. Ils ont hérité de leurs parents une créance, une épargne forcée, et en fait, ce n'est pas une créance, puisqu'ils vont servir de cette créance pour payer leur impôt. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on faisait de l'épargne, mais en fait, voilà, on va nous la reprendre sous forme d'impôt. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème et on comprend bien qu'il faut qu'on régule un peu, sans peut-être tomber dans la règle d'or, mais on voit bien qu'en période de faible croissance, les États, justement, ont été amenés à se surendetter et donc il va falloir introduire des règles. Alors maintenant, je vais
en arriver à la partie la plus intéressante et la plus abstraite. Et là, je vais retrouver le bon sens. En effet, la dette de la France, qui apparaît comme une créance des Français, est en réalité une croyance des Français ou des Européens ou des Américains, et cette croyance fait qu'en fait, c'est quand même leur dette à eux. Vous voyez, c'est là où il y a un retournement un peu philosophique ou méta-économique. D'ailleurs, pour vous amuser, ce n'est pas un anagramme renversant comme on aime en faire, mais c'est un anagramme éclairant. Si vous écrivez la dette, c'est l'anagramme de l'État. La dette égale anagrammatiquement de l'État. Et ça tombe bien, parce qu'il n'y a de dette que de l'État. C'est ça mon hypothèse. Ça va être dur. Parce que, comment une créance que vous avez peut-elle se transformer en dette? Eh bien, parce qu'une créance, c'est une croyance. On croit que l'État va vous rembourser. Et au fond, ça a été dit ce matin dans la table précédente, l'État est l'héritier d'une transcendance. Les dieux, le prince, l'État. Et donc, en vous faisant croire qu'il vous remboursera, vous êtes en fait d'éternels débiteurs de l'État. Au sens fort du terme. Et là, effectivement, commence une partie de bras de fer entre le monde de l'entreprise, ou les marchés, et l'État. Les marchés, ils ont un avantage, et c'est pour ça qu'ils ont été inventés par l'État. Je me permets d'ailleurs de donner la référence pour vous montrer à quel point j'étais d'accord avec mes prédécesseurs, la référence de Brodel que j'emprunte, qui est citée dans l'ouvrage magnifique de mon voisin. Donc Brodel, dans La dynamique du capitalisme, écrit « Le capitalisme ne triomphe que lorsqu'il s'identifie à l'État, lorsqu'il est l'État ». Évidemment, Foucault va le dire d'une manière encore plus forte. Le marché est une invention de l'État. Les deux avantages du marché, l'un a été dit, c'est que le marché s'autorégule. Donc, justement, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que ça s'autorégule. En gros, vous avez voulu spéculer, vous avez tout perdu, il y a autorégulation. Le deuxième facteur qui est lié au premier, c'est une sorte d'avantage symbolique du marché sur l'État. Et là, on retrouve Frankenstein, mais par un angle un peu différent. On retrouve Mary Shelley. Qu'est-ce que c'est que l'honneur d'une entreprise? C'est qu'elle fait faillite, c'est qu'elle affronte la mort. Elle meurt, l'entreprise. Et donc, elle regarde l'État dans les yeux en lui disant « Toi, tu ne meurs pas ». Donc, dans la partie de bras de fer, symbolique cette fois-ci, entre marché et État, c'est quand même le marché qui a le dernier mot, parce que lui, il sait mourir. Il affronte la mort. Donc, vous voyez, la partie n'est pas gagnée entre les deux. Et qu'est-ce que peut faire l'État? L'État doit toujours réalimenter la croyance. C'est pour ça qu'on a peut-être vécu le 6 septembre. J'arrive vers la conclusion, il me reste combien de secondes? Moins 20. Peut-être a-t-on vécu le 6 septembre un jour historique. En effet, lorsque la BCE dit, comme l'a très bien dit Charles-Henri, en tapant sur la table, puisque les pouvoirs politiques ne peuvent pas y aller, moi, sous certaines conditions, je paierai vos dettes indéfiniment. Et donc là, la BCE essaye de devenir, non pas l'État, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, on n'a pas les moyens, mais une sorte d'instance surplombante. C'est magnifique. Le culot de faire. Oh, c'est bien. Voilà. Bon. Deuxième, deux remarques pour ne pas être trop long et pour laisser justement la discussion. On a évoqué, et c'est vrai, on est dans un virage. C'est très dur aujourd'hui pour les comment tu disais, j'ai déjà oublié ton sigle, les NDC. C'est très dur pour les NDC de gérer leur déclin. Il faut que le capital social augmente. Le capital social, c'est se soucier de l'environnement, de l'éducation, de la santé, etc. Donc il faut effectivement que l'État soit présent, qu'il ne soit pas endetté. Et donc, c'est pour prendre ce virage, il faudrait un moteur plus important. Donc, l'importance que ça se fasse au niveau européen est essentielle. Moi, j'ai tendance à dire Europe, oui, c'est la seule solution raisonnable, mais en n'oubliant pas qu'on est dans la mondialisation, mais en même temps, on est dans une verticale de la mondialisation. Il y a 3 verticales dans le monde. Il y a la verticale américaine, nord-américaine, sud-américaine, Amérique centrale. Il y a la verticale qui est un peu tordue de l'Asie. Et puis nous, on est dans une verticale qui commence à Stockholm et qui finit au Cap. Donc l'Europe, mais probablement dans le cadre de cette verticale. C'est-à-dire, je plaide pour une union de la Méditerranée et au-delà de la Méditerranée.
Et enfin, dernier point, une fois qu'on se sera endetté au niveau mondial, l'homme occidental endetté face à ces pays qu'on appelle émergents, mais qui sont déjà largement émergés, la question de la croyance continuera de se poser. Je vous remercie de votre patience.